Alors maintenant, on passe à une analyse proprement linguistique d'un autre type, mais sur la façon dont les députés, les parlementaires, dans plusieurs pays, parlent au fond des autres, parlent du peuple, parlent de leur rôle, de leur relation au peuple, etc. La question dite parfois du populisme, mais vous êtes un peu méfiante vis-à-vis de ce mot, donc je vous laisse la parole pour en parler. Bonjour, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui en ce lundi après-midi. Je suis ravie d'être parmi vous et très honorée. Je viens de l'université de Leipzig. Je suis en ce moment chercheuse invitée à Greifswald et du coup, je me propose de vous emmener avec moi dans une perspective comparative. Comme l'a dit le professeur Errand, j'ai travaillé sur les débats parlementaires britanniques, allemands et français et vais donc vous proposer, à partir d'exemples très précis et une analyse linguistique, quelques éclairages. Donc, je voudrais commencer pour poser les termes du problème par vous montrer une caricature dont la légende est en anglais. Je vais la lire en anglais puis la traduire avec vous. Donc, vous voyez ici une caricature qui indique en bas « Senator, the American people whom you often mention in your speeches would like a word with you ». Donc, la traduction « sénateur, le peuple américain » ou les citoyens américains, c'est donc un problème qu'on a déjà dans la traduction de people en anglais, qui embrasse peuple au singulier et au pluriel, que vous mentionnez régulièrement dans vos discours, souhaiterait échanger un mot avec vous. Et donc on voit bien ici, donc c'est une caricature qui date de 1998, qui a été publiée par le New Yorker, qui, à mon sens, représente toujours aussi bien 20 ans plus tard, 24 ans plus tard, l'un des paradoxes des démocraties modernes, à savoir le fait que le peuple, les citoyens sont mentionnés très fréquemment dans les discours politiques. Et j'ai par ailleurs proposé une analyse outillée, donc avec des outils assistés par ordinateur. Et c'est un constat qui est vrai, enfin empiriquement, effectivement, le peuple, les peuples sont mentionnés régulièrement à travers tout le spectre politique. Et pour autant, cette fameuse inaccessibilité des parlementaires qui semble donc du coup très coupée des personnes auxquelles ils s'adressent. Et donc l'une des questions qui m'intéresse, c'est cette question centrale de la médiation, à savoir comment les parlementaires rendent-elles compte de la nécessité de mentionner le peuple, puisque du coup c'est leur rôle, ils parlent au nom du peuple, tout en évitant peut-être de souligner de façon trop précise le fait qu'ils sont justement leurs représentants. Donc, en essayant un peu d'effacer aussi cette médiation qui est à l'origine du décalage qui semble très marqué ici aussi visuellement par le mur qui sépare la file des personnes qui souhaitent s'adresser à leur sénateur. Et donc, du coup, un des outils d'analyse qui m'intéresse en linguistique, c'est la notion de polyphonie, notamment avec l'idée que les débats parlementaires sont, par rapport à d'autres enceintes de la prise de parole politique, une forme profondément interactive de la communication politique, dans laquelle le peuple est finalement d'office exclu, bien que dans tous les parlements que j'ai étudiés, les personnes aient le droit d'assister aux débats, aux séances plénières. Ça fait partie de la publicité des débats parlementaires qui est actée depuis un bon siècle dans tous les parlements, donc le Bundestag, l'Assemblée nationale et la Chambre des communes britanniques. Mais pour autant, en fait, ils restent coupés, ne serait-ce que dans le dispositif, puisque l'enceinte des parlements les laisse entrer, mais les personnes qui souhaitent assister au débat restent en haut dans une tribune complètement séparée spatialement des personnes, les députés, qui sont en fait censés s'adresser au peuple. Et donc, du coup, la notion de polyphonie, c'est l'idée à la fois que les parlementaires, dans leur diversité, bien sûr, représentent plusieurs voix, mais aussi qu'ils doivent en eux-mêmes, dans leur unité en tant que personnes qui représentent une circonscription, ramasser la polyphonie du peuple, des peuples. Il y a une distinction qui me semble intéressante en anglais, qui a été proposée très tôt par Pitkin, avec l'idée de stand for et act for, qu'on pourrait traduire du coup stand for, debout pour, mot à mot, donc vraiment l'idée que les parlementaires prennent la parole, se présentent au peuple en tant
que représentants, mais aussi agissant au nom d'eux. Et c'est donc le paradoxe, à mon sens, qui est à la fois, ils sont le peuple, mais ils ne peuvent pas le représenter, puisqu'ils ne peuvent pas, en tant qu'individus uniques, ramasser cette pluralité. Et donc, la fonction représentative est au cœur des démocraties modernes. Elle est toutefois remise en cause, et je vais faire tout de suite le lien avec les mouvements populistes, notamment parce que l'espace public, et c'est souvent dit, serait de plus en plus fragmenté. Le dispositif énonciatif du Parlement est un dispositif qui est très complexe, puisque, en fait, bien sûr, comme on le dit, c'est médié, donc c'est-à-dire que les personnes qui parlent au Parlement, les députés, sont autorisés à partager leurs opinions et ont même été élus dans les démocraties modernes, c'est-à-dire qu'en fait, remettre en question cela serait d'office considéré comme populiste, puisque le fait que les personnes aient le droit d'être là, les députés devraient donc leur donner d'office le statut d'avoir, si vous voulez, l'autorisation de représenter, quand bien même, du coup, ils sont toujours soumis à ce paradoxe. Et il y a ici quelque chose qui me semble intéressant, et c'est ce que je vais montrer à partir d'exemples. C'est une traduction de l'anglais. Comment les gens, donc c'est plus général, c'est pas lié au discours politique en particulier, mais ça me semble très bien compléter notre réflexion. Comment les gens font en sorte que leur message atteigne des objectifs sociaux et personnels reconnaissables. Donc bien sûr, ce n'est pas seulement représenter, mais aussi viser à sa réélection, faire avancer un agenda politique, etc., tout en tenant compte des risques discursifs inhérents à toute contribution à la scène sociale. Et ces risques-là, pour moi, ils sont très marqués par l'idée que les parlementaires, bien qu'élus et donc bien qu'investis d'une mission et donc bien en tant que tels reconnus comme ayant le droit d'être là, sont régulièrement remis en question et donc sont en fait dans une position qui est relativement inconfortable, notamment parce que finalement les séances plénières, et c'est quelque chose que j'ai montré, que je vais aborder juste très brièvement aujourd'hui, en fait ne s'adressent pas du tout aux citoyens. C'est-à-dire qu'ils en sont quasiment absents en tant qu'allocutaires, en tant que personnes vers qui le discours est porté. Donc, vous l'avez compris, je crois, il s'agit d'une position délicate qui, dans mes travaux en linguistique pragmatique, donc pragmatique en tant que sous-branche de la linguistique qui s'intéresse beaucoup aux effets du langage, qui porte sur le travail relationnel qui, chez Goffman, a été appelé face work, qu'on peut traduire en français comme travail de figuration ou travail de protection de la face. Parfois, on a parlé en français aussi d'éthos. Et donc, c'est l'idée qu'il faut, du coup, apprendre à naviguer cet espace discursif-là en faisant attention à ne pas se montrer trop compétent, donc à ce que la représentation ne donne pas l'impression qu'on est au-dessus du peuple, mais en même temps en acceptant et en endossant pleinement ce rôle-là. Et donc, du coup, comment les acteurs et actrices sociaux communiquent-ils ce qu'ils pensent savoir et peuvent donc, du coup, construire leur fiabilité, sans nuire à leur propre image, donc notamment sans avoir l'air trop sûr de soi, ni à celle de leur destinataire, c'est-à-dire en se positionnant comme en sachant davantage. Puisque, du coup, en tant que représentation, ça ne veut pas dire que les députés sont censés forcément être experts, mais aussi simplement jouer ce rôle de médiation. Et finalement, je pense que le résultat de mes études montre qu'ils n'y arrivent pas du tout. Et donc, pour faire le lien avec le populisme, je voudrais lire ici une citation qui me semble très intéressante et qui finalement représente assez bien mon point de vue, mon positionnement. Une distinction claire entre l'utilisation analytique et politique du terme populisme est une condition préalable à l'analyse afin d'éviter une argumentation circulaire qui, d'une part, stipule que certains partis sont populistes et, d'autre part, vise à le démontrer. Et donc, c'est, à mon sens, un problème qu'on a beaucoup dans l'analyse de discours et la linguistique, à savoir qu'on on part de critères qui seraient populistes, qui ont été souvent énoncés par les sciences sociales ou les sciences politiques. Donc, par exemple, l'appel au peuple, qui est toujours très central, la distinction entre élite et peuple. Et je ne cherche pas à dire que ces critères seraient peu valables. Le seul problème, c'est qu'on part de ces critères, on cherche dans les textes, donc dans les débats parlementaires, où ces critères sont représentés. Donc, là, ils font appel au peuple, donc c'est populiste. Et à mon sens, on tourne complètement en rond, parce qu'au lieu de partir du texte lui-même et de voir ce qui s'y passe, on prend des critères qui souvent ont été travaillés à partir de partis bien précis pour les appliquer. Et mon
mon argument n'est pas qu'il n'y a pas de parti populiste, c'est simplement que l'appel au peuple n'est pas, à mon sens, un ressort du populisme, mais au contraire un ressort des démocraties représentatives, et donc n'est pas l'apanage du populisme, mais surtout n'est pas un critère exclusif du populisme. Et là, il y a une deuxième citation que j'ai traduite aussi de l'anglais, qui m'intéresse beaucoup, qui finalement redit un peu la même chose. Si je vois l'intérêt d'étudier et de théoriser le populisme comme un phénomène à part entière, c'est-à-dire comme une caractéristique ou une dimension de la politique qui peut se manifester plus ou moins dans les pratiques et les programmes de divers partis politiques, dans tout le spectre idéologique, je suis critique à l'égard des affirmations a priori selon lesquelles le populisme est une étiquette appropriée pour les partis de droite radicale. Aujourd'hui, je ne vais pas parler des partis de droite radicale en particulier, puisqu'on va traverser ensemble l'échiquier politique dans toute sa largeur, donc on va considérer tous les groupes parlementaires, mais par contre, je souscris complètement à cette vision-là, à savoir ne pas dire d'ores et déjà, avant même d'avoir regardé ce qui s'y passe, qu'un parti est populiste. Voilà, donc du coup, pour faire une espèce de bilan de cette introduction, ma contribution aujourd'hui ne cherche pas à montrer, et j'espère que le titre du coup n'est pas trop décevant, que certains orateurs ou que certains partis sont populistes. Et je ne cherche pas non plus à travailler quelles seraient les caractéristiques qui feraient d'un parti qu'il est populiste. Mais mon argument central, c'est que l'appel au peuple, qui constitue pour beaucoup de chercheurs et chercheuses le cœur des styles ou idéologies populistes, n'est à mon sens pas le propre du populisme, mais bien le propre de la démocratie représentative. Et du coup, il faut qu'on sorte de ça si on veut pouvoir travailler sur la notion de populisme de façon un peu plus stimulante. Voilà, donc je viens de finir la première partie sur poser les termes du problème. Je vais, en tant que linguiste qui travaille sur des données empiriques, présenter brièvement mon corpus, puis ensuite développer en 2 points, représenter le peuple et rendre les débats parlementaires accessibles, le rôle du peuple dans les débats parlementaires, et ensuite proposer quelques réflexions conclusives sur responsabilité, autorité et populisme. Donc le corpus ressemble effectivement à ça, pas de crainte, je vous en montrerai des extraits qui ressemblent à ce que vous connaissez peut-être sur les sites des assemblées, mais l'une des choses qui me semble intéressante, c'est de travailler sur des corpus qui sont donc du coup annotés. Et j'ai travaillé notamment sur des débats nationaux, donc c'est des débats qui se sont tenus à chaque fois à l'Assemblée nationale, au Bundestag et à la Chambre des communes, à la House of Commons britannique, entre 1998 et 2015. Donc j'annonce aussi d'ores et déjà que j'ai un petit décalage, puisque le temps de collecte et d'annotation fait qu'aujourd'hui, je ne travaille pas sur les parlements qui se tiennent en ce moment. Ce qui veut dire aussi que les discours de l'AfD en Allemagne ne sont pas encore présents, puisque l'AfD n'avait pas été élue. Et par contre, je ferai quand même quelques petites excursions, mais voilà, pour vous donner aussi une impression sur où le corpus s'arrête. Et il s'agit de corpus sur l'Europe. Donc en fait, chaque débat porte sur le même Conseil européen, donc qui permet du coup une comparabilité entre les 3 pays. J'ai proposé une notation manuelle précise en termes de métadonnées, donc ce sont les données extérieures au texte, donc notamment en annotant le groupe parlementaire, si la personne fait partie de l'opposition ou de la majorité, le genre, et ce qui permet du coup de travailler aussi sur des variables qui sont souvent ignorées quand on travaille sur le débat parlementaire, et des données internes au texte, donc notamment en annotant avec des petites balises le discours rapporté, en annotant tout ce qu'on appelle part of speech en linguistique, donc par exemple les noms, les verbes, etc. Et donc, du coup, vous allez le voir, je vais travailler sur des exemples très précis que je cite à chaque fois dans leur langue originale avec une traduction, puisque en tant que linguiste, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de voir comment ça se passe au cœur de la langue. Voilà, et donc là, juste pour vous donner une idée, on va travailler en fait aujourd'hui sur à peine 5 exemples, donc c'est très peu, mais j'ai travaillé en tout sur, du coup, ça c'est extrait de mon livre qui est rédigé en anglais, mais donc vous voyez la première ligne, number of speakers, donc nombre d'orateurs, d'oratrices, donc MPs, members of parliament, donc au Parlement britannique, j'ai étudié les discours de 300 personnes, en Allemagne 225 et en France 159. Et donc après, ça nous montre
que justement le nombre de personnes par débat parlementaire est beaucoup plus élevé en France et en Grande-Bretagne qu'en Allemagne, ce qui concrètement veut dire qu'en fait en Allemagne, les personnes parlent plus longtemps. Les débats, c'est-à-dire que chaque tour de parole est plus long, en gros. Ça veut juste dire ça, mais pour vous donner aussi une idée un peu de l'arrière-plan contextuel. Voilà. Et donc là, j'en viens du coup à ma première série d'analyses sur représenter le peuple, mettre en scène là où les voix du peuple. Et on va commencer tout de suite avec un exemple que je vais lire uniquement en français, donc vers sa traduction, mais vous voyez en haut l'exemple original en anglais. Donc, ici, le Premier ministre ne reconnaît-il pas que la plupart des habitants ou gens de ce pays, donc là, vous voyez qu'on a déjà un problème de traduction sur « most people », ne veulent pas que la Grande-Bretagne transfère davantage de pouvoir aux institutions européennes. Ils veulent que leurs impôts soient décidés dans cette assemblée et s'opposent à ces projets de suppression de la livre. Ils veulent être dans l'Europe, pas dirigés par l'Europe. Bon, évidemment, après coup, on se dit qu'on voyait beaucoup du Brexit peut-être déjà présent ici, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse ici. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer que cet exemple est représentatif. Alors là, vous êtes obligé de me croire, mais du coup, c'est par rapport à ce que je vous disais sur la linguistique outillée par ordinateur. Il y a un outil que je trouve très intéressant en linguistique qui s'appelle le phénomène des co-occurrences, qui permet de voir quand un mot apparaît, et ici j'ai notamment cherché le mot want, le verbe vouloir, avec quels autres termes il apparaît, donc ce qu'on appelle il co-occure, donc il apparaît dans un environnement plus ou moins proche. En général, on considère 5 mots avant, 5 mots après. Et c'est une analyse qui permet de montrer que typiquement ce genre de formulation, donc most people want, la plupart des gens veulent, apparaît fréquemment. Ce qui veut dire que ce qui est voulu est régulièrement dans les discours, dans les débats parlementaires britanniques, énoncé comme étant voulu par le peuple. On n'a pas du tout les mêmes schémas en allemand et en français. C'est-à-dire que quand on cherche wollen, donc vouloir ou vouloir en français, on n'a pas du tout de tendance qui se dégage de façon aussi forte que people want en anglais, ce qui est déjà intéressant parce qu'en fait ce que ça montre, ce n'est pas qu'en France et en Allemagne on ne parle pas du peuple, mais ça veut dire que les expressions pour faire référence au peuple sont bien plus diverses, puisque le lexème people en anglais concentre ce que le français va avoir dans citoyen, électeur, etc., alors que citizens et constituents en anglais sont à peine utilisés. Et de la même manière en allemand, on a très peu Volk, mais on a beaucoup Bevölkerung, donc la population, et beaucoup aussi die Menschen, les gens, ou die Leute, qui sont en fait du coup presque quasi synonymes, et qui correspondraient potentiellement à people, mais du coup on n'arrive pas à avoir, si vous voulez, de distribution aussi marquée, parce que là où people concentre du coup toutes les occurrences où on va faire vouloir quelque chose à quelqu'un, en allemand et en français, on a une variété d'expressions. Et rien que ça, je trouve que c'est intéressant. Je vais proposer aussi de possibles hypothèses politiques sur ce que veut dire la pluralité de ces expressions. J'en viens à un deuxième exemple en allemand, qui du coup renvoie à ce que je vous disais avec la présence de Menschen, donc les gens. Je lis là aussi la traduction. Cette coalition sert le pays de manière exemplaire. Cela peut ne pas convenir à l'opposition, mais les habitants et habitantes du pays voient les choses différemment. La grande coalition y est appréciée à juste titre. Et donc ici, on voit aussi que ça ne peut pas être que concentré dans le lexème vouloir, donc en allemand ce serait wollen, mais qu'on peut aussi du coup avoir des verbes d'opinion. Et c'est là que je vais proposer du coup juste avant aussi une autre analyse à partir du français, avant de dresser un petit panorama de ce qu'on peut voir à partir de ces exemples. Donc là, un exemple français, mais il sera difficile d'oublier que le Parti socialiste, seul dans ce cas en Europe, c'est une référence au référendum, aura été incapable de parler d'une seule voix, brouillant ce message et jetant le trouble parmi ses électeurs, laissant du même coup à l'UMP le privilège qu'elle ne réclamait pas, celui d'être le seul grand parti de France à mener une campagne positive, forte et claire. Et donc ici, je voudrais aussi souligner une différence sémantique, à savoir le fait que les électeurs, en français, sont
systématiquement négatif, à savoir qu'en fait on ne parle jamais de ses propres électeurs, ça n'apparaît jamais dans le corpus. Je ne crois pas que le mot électeur en tant que tel, que le profil sémantique du mot électeur soit connoté négativement, mais l'analyse sur corpus montre que les électeurs, c'est toujours les personnes qu'on a perdues, c'est les électeurs du parti adverse. Ce qui n'est pas du tout le cas en allemand ou en anglais, ou Wählerinnen, donc en allemand, et en anglais, voters, voilà, n'est pas du tout, ou constituents, n'est pas du tout négatif. Et au contraire, le nom constituent en anglais est très souvent associé à la première personne, enfin au pronom possessif de la première personne. Donc les électeurs en anglais, au contraire, sont associés à la personne qui parle, au député qui parle de ses électeurs. En français, comme je disais, ce n'est pas du tout le cas. En français, ça active des représentations négatives, donc c'est les électeurs des autres partis que les partis en général n'ont pas réussi à garder. Et en allemand, c'est du coup un peu entre les deux, il n'y a pas de distribution très claire. Et à mon sens, ce que ça peut montrer, mais ça demande de faire un petit bond, mais puisque j'ai l'intuition que électeur en tant que tel en français n'a pas de raison d'être négatif dans son profil sémantique, ce serait l'idée que le poids des électeurs et électrices dans le système politique français est beaucoup plus important, par exemple, que dans le système parlementaire allemand, notamment parce qu'en Allemagne, énormément de députés sont élus via un scrutin de liste, ce qui fait qu'en fait, ils ne sont pas élus directement par des personnes qui ont voté pour eux, notamment parce qu'on a 2 voix en Allemagne. Donc, on a ce qu'ils appellent Zweitzettel, donc on a 2 bulletins de vote, et donc on peut voter à la fois pour une personne et à la fois pour un parti. Et donc, du coup, énormément de personnes qui se retrouvent au Parlement allemand sont élus via le bulletin de la liste et pas via leur nom, en fait, si vous voulez. Ils sont placés sur une liste et si le pourcentage du parti qui deviendra groupe parlementaire est assez élevé, les gens rentrent au Parlement, mais sans avoir été élus directement. Et c'est ce qu'on appelle, du coup, c'est quelque chose que j'ai codé aussi, mais direct gewählt, donc élu directement, ou par la circonscription, par le parti. Et donc, à mon sens, il y a par exemple quelque chose ici qui se joue de façon assez subtile dans la distribution de l'exem qu'on pourrait penser presque synonyme ou en tout cas transposable. On pourrait se dire Wähler, c'est la traduction des lecteurs. Voilà. Donc du coup, je vous ai annoncé que j'allais faire une espèce de panorama après avoir montré ces 3 exemples. Donc, on a vu people want, most people want, donc la plupart des gens veulent, et die Menschen sehen es anders, les gens le voient autrement. C'est 2 contextes d'apparition qui sont les plus productifs dans les débats que j'ai analysés pour les noms, donc le lexème peuple, et donc du coup apparenté, donc comme je vous ai dit, Bevölkerung, population, citoyen, électeur, etc. Donc c'est de représenter les sentiments et pensées. Et on a un schéma qui est systématiquement le même, quel que soit du coup le lexème qui apparaît, à savoir utilisation prédominante du pluriel. En allemand, il n'y a que le pluriel. On n'aura jamais, par exemple, der Mensch, la personne. En anglais, c'est un peu différent parce qu'il y a beaucoup de discours rapportés où on prétend individualiser des personnes qui auraient été rencontrées. Donc, il y a beaucoup de... J'ai rencontré hier un électeur qui m'a dit que, parce qu'on est beaucoup sur les small stories, donc des schémas narratifs anecdotiques. En allemand, par exemple, pas du tout. En français, c'est prédominant. Il y a quelques occurrences du singulier. Les personnes qui sont décrites ainsi sont des agents, donc c'est-à-dire vraiment au sens sémantique, c'est des personnes qui portent le poids du verbe d'action, enfin du verbe de sentiment ou de pensée, plus exactement. C'est donc le corollaire, c'est une position syntaxique fréquente en tant que sujet, donc comme on l'a vu, les gens veulent, et des verbes cognitifs tels que penser, ce qui veut dire que les gens, au pluriel, en tant qu'agents, ont le pouvoir de s'inquiéter ou de vouloir des choses collectivement. Il n'y a aucun ou très léger d'effet d'atténuation, ce qui veut dire qu'on ne dit jamais dans les débats parlementaires « je pense que les gens voudraient cela ou cela » ou « il me semble » ou « peut-être que les gens voudraient… » nanana. Il n'y a pas de conditionnel non plus, par exemple en français, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de minimisation de la portée possible de ce collectif qui, en fait, ne demeure jamais défini.
Et donc, du coup, les colocations, c'est ce que je vous expliquais sur l'environnement de mots qui peuvent apparaître ensemble, ce qu'on peut, du coup, étudier de manière outillée par ordinateur. On a 2 champs lexicaux. Le premier, donc, que je répète ici, je pense qu'il est devenu clair à partir de cette première partie, le champ lexical des attentes. Donc, les gens veulent, les gens souhaitent, les gens s'inquiètent, avec donc mention des préoccupations des personnes que les députés pensent représenter. Et le deuxième groupe de colocations, qui va donc du coup ouvrir vers ma deuxième partie, c'est des colocations liées aux explications, donc avec un besoin de transparence et de démocratie. Donc ça va être « il faut expliquer aux gens ». Et là, on va voir déjà évidemment un profil syntaxique complètement différent, puisque les gens ne sont plus sujets et ne sont plus agents. Et donc, je pense que c'est en partie dû au sujet des débats que j'ai étudiés, à savoir les questions européennes, mais je crois quand même qu'on va pouvoir peut-être en tirer quelques conclusions plus larges. Donc, je l'ai annoncé, on arrive à ma deuxième partie, dans laquelle je voudrais te montrer que dans les débats parlementaires sur l'Europe entre 1998 et 2015 que j'ai analysé, il y a un topos que je décris comme un mouvement rhétorique qui traverse les partis et donc qui n'est pas lié à une personnalité politique en particulier ou à un groupe parlementaire, de l'Europe comme machinerie, donc de l'Europe comme un rouage, comme quelque chose qui est difficile à comprendre. Et donc je commence par un exemple allemand, que je vais tout d'abord lire en français. Dans ce contexte, je voudrais parler brièvement de l'Islande. Pour quelqu'un qui ne connaît pas bien le sujet, il est difficile de comprendre de quoi se plaignent le SPD, donc les socialistes, et les Verts. D'ailleurs, il écrit FR, mais du coup, c'est pas FR. Enfin, le code ISO du pays, c'est une traduction de l'allemand. Et donc, du coup, on voit ici que déjà, on change et on n'est plus sur des représentations collectives. C'est aussi le propre de ce deuxième mouvement argumentatif que je propose. C'est beaucoup plus lié au singulier, c'est beaucoup plus, donc quelqu'un, typiquement, à savoir l'idée que les personnes, donc du coup, vont peut-être être plus capable de s'identifier et de ne pas faire partie d'un collectif. Et donc, alors, on peut bien sûr dire que c'est tout simplement un mouvement argumentatif pour dire, en gros, ce que racontent le SPD et les Verts, c'est nul, on n'y comprend rien, et donc, en fait, laissons tomber ce débat. Mais je crois qu'il n'y a pas que ça. Je crois qu'il y a aussi, sincèrement, je ne sais pas, mais je crois qu'il y a aussi la volonté de vraiment montrer que le sujet est complexe. Et en fait, ce que je trouve très paradoxal, c'est que cette volonté d'expliquer présuppose d'office que les parlementaires en savent plus que nous, sont plus experts, sont plus qualifiés, puisque sinon on n'aurait pas besoin qu'on nous explique, on est capable de s'informer seul. Et ce que je trouve vraiment intéressant aussi, c'est que du coup, on retrouve en filigrane, mais de façon à mon sens très ténue, qui, pour beaucoup de chercheurs et chercheuses de sciences politiques, est l'un des ressorts du populisme, à savoir l'opposition entre élite et peuple, à savoir qu'en fait, les parlementaires se positionnent quand même toujours comme détenteurs, détentrices d'un savoir supérieur. Et c'est fait, comme vous le voyez, de façon assez ténue. Je ne pense pas que ce soit très fort. On n'est pas en train de dire « les gens ne comprennent rien à rien, du coup, je vais leur expliquer ce qui se passe ». Mais quand même, on est sur un discours sur l'Europe où, en fait, on part tout de suite du principe, et ça aussi, ça traverse la pensée politique, en tout cas allemande et française, le contexte britannique est bien sûr différent, comme vous le savez, de cette idée qu'en fait, si les gens sont contre l'Europe, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. En fait, il n'y a pas d'autre possibilité pour les partis mainstream, pour les partis, du coup, non radicaux, d'envisager qu'on puisse présenter une opposition à l'Europe. Donc la seule raison d'être contre l'Europe, c'est qu'on n'a pas vraiment compris. Mais du coup, on ne va pas dire « les gens n'ont rien compris », on va dire « il faut expliquer ». Et là, vous voyez tout de suite qu'on est aussi syntaxiquement sur des groupes prépositionnels pour quelqu'un qui ne connaît pas bien le sujet, sur des groupes pronominaux indéfinis, donc pas quelque chose comme les personnes en particulier qui feraient partie de tels sous-groupes qui ne comprennent pas, mais ça reste très vaste, à savoir, quiconque n'a pas compris, je vais lui expliquer, puisque du coup, ça me permettra de raccrocher une opinion qui, a priori, n'est pas celle que j'attends. Et on le voit ici en anglais aussi, où on n'a pas « people », puisque « people », c'est la volonté commune, c'est la volonté collective. On a « the public », donc je vais lire là aussi la traduction en français.
La tentative bienvenue de l'Europe de jouer un plus grand rôle en matière de défense au sein de l'OTAN exige un véritable leadership, ou oui, je ne sais pas comment j'aurais pu traduire, si l'on veut que le public comprenne pleinement qu'un progrès aussi important en politique ne sera pas bon marché. Et là aussi, on est sur une hypothèse, si l'on veut que le public comprenne pleinement, ce qui sous-entend quand même, il y a un présupposé très fort, que le public, enfin du coup le public, je ne suis pas sûre que ce soit exactement la bonne traduction, parce que the public c'est un petit peu entre les deux, on pourrait aussi dire les gens, mais en tout cas, ce qui présuppose qu'on n'a pas compris. Enfin, peut-être pas nous du coup, mais en tout cas les citoyens et citoyennes britanniques. Et donc du coup, pour présenter une petite conclusion provisoire, avant d'en arriver à des réflexions plus générales, ce qui est très fort dans les débats que j'ai étudiés, c'est le topos d'éduquer le peuple en expliquant l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a à mon sens deux présupposés oratoires très forts. L'un, c'est que les débats sur l'Europe sont incompréhensibles, donc on part du principe qu'en fait les gens n'ont pas compris. Et le deuxième, c'est que le débat ou la séance plénière est donc, vise à les rendre plus faciles à comprendre, vise à les rendre plus accessibles. Et il est intéressant de montrer que c'est jamais des verbes comme convaincre ou persuader qui sont utilisés, donc on n'est pas sur un registre de l'argumentation, on est vraiment sur le registre de l'éducation, à savoir la seule raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est parce qu'en fait, il y a un déficit de connaissances. Et donc, l'idée, c'est aussi que l'issue reste ouverte, puisque une fois que les choses sont claires, les gens peuvent suivre l'argumentation ou non. Et donc, du coup, c'est avec cette idée qu'une fois ce déficit de connaissances et donc, en arrière-plan, ce statut épistémique plus élevé de la part des parlementaires, donc l'idée que les parlementaires en savent plus que nous, que les gens puissent être convaincus. Et donc, expliquer est la démarche privilégiée, beaucoup plus que convaincre ou persuader. Et ça permet de rationaliser la position de l'orateur ou de l'oratrice, mais aussi, du coup, notre décision finale, puisqu'une fois informé, on peut se forger une opinion libre. Donc, en fait, on quitte le domaine de l'argumentation pour être sur le domaine uniquement de l'éducation. J'en arrive, du coup, à mes remarques conclusives sur trois notions qui ont, je crois, traversé en partie ma présentation aujourd'hui. Donc, responsabilité, autorité et populisme. Et donc, du coup, on n'a aucune présence dans l'éthos de modestie. Donc, les parlementaires se positionnent, que ce soit indirect ou non, de toute façon comme ayant plus de connaissances que les personnes qui ne sont pas au Parlement. Ce qui, en tant que tel, je ne cherche pas à critiquer, je ne cherche pas à dire que ce ne soit pas vrai, sans doute, puisqu'ils ont des équipes, ils sont aussi dans l'arène politique, ils ont des conseillers, des conseillères, etc. Mais quand même, il n'y a pas de volonté dans les discours que j'ai étudiés d'apprendre, en fait, des citoyens et citoyennes qui sont quand même censés représenter. Il n'y a pas de vase communicant. On est vraiment sur un don de connaissances. Et donc, en échange, comme je le disais, un positionnement supérieur. Donc, il y a beaucoup de partages de faits qui sont présentés souvent comme évidents. Donc, quand même, bien que les parlementaires ne se présentent pas avec un ethos de modestie, ils ne se présentent pas non plus comme étant trop sûrs d'eux. Donc, il n'est pas nécessaire de se qualifier d'expert. Donc, très souvent, c'est plutôt l'idée que, en fait, quand on lit un petit peu ou quand on se renseigne un petit peu, et donc, du coup, le déficit de connaissances est un peu atténué. Donc, c'est construit comme souvent du bon sens, puisque, comme je disais, c'est vraiment expliqué, mais quand même avec toujours ce positionnement au-dessus de la masse. Et donc, à mon sens, la contradiction n'est pas résolue entre parler au nom du peuple, c'est-à-dire à sa place, et ça, c'est pas du tout assumé, sinon, du coup, dans la première partie de l'exposé, où on est toujours sur les gens veulent, les gens pensent, etc. Donc là, c'est très clair, on parle au nom du peuple, et du coup, comme je le disais, jamais sans volonté d'atténuer les effets du discours. Et en même temps, donner le pouvoir aux gens de comprendre en leur donnant les ressources. Et à mon sens, pour moi, c'est un paradoxe qui est le propre du coup des démocraties représentatives et qui ne peut pas être résolu, sans doute, discursivement. Ce qui explique qu'on reste en fait entre ce balancement.
Et donc, du coup, se référer au peuple, et je crois que c'est peut-être, s'il y a une seule chose que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui de ce que j'ai pu montrer, c'est que c'est une caractéristique commune du discours parlementaire pour absolument tous les groupes parlementaires. Ce n'est pas le propre de certains partis, ce n'est pas le propre de certaines personnalités politiques. C'est-à-dire qu'en fait, en démocratie, on n'a pas le choix, on se réfère au peuple, dans tous les cas. Et ça peut se faire à travers des exemples que je n'ai pas montrés par des pratiques citationnelles, donc par du discours rapporté. Donc c'est ce que j'évoquais de façon très anecdotique quand j'ai dit que dans les discours parlementaires britanniques, il y a beaucoup de petites histoires. J'ai rencontré machine machin, elle m'a dit que, et où donc du coup on est sur un lien très fort et très individualisé aux électeurs et électrices de la circonscription. Mais à part ça, sinon, ça reste très vague. Et le peuple, qui est quand même censé, du coup, être celui pour lequel les débats en plénière ont lieu, finalement, est celui qui va peut-être être le réceptacle de ces objectifs éducatifs, mais pas, finalement, quelqu'un qui puisse donner aux parlementaires du contenu, enfin, qui puisse influencer le discours, ça, j'en sais rien. Je l'espère quand même, mais en tout cas, discursivement, c'est pas ce qu'on observe. Et donc, je voudrais revenir sur une définition du populisme, enfin, ou de peuple plus exactement, qui a donné lieu à deux manières de concevoir le populisme que je trouve intéressantes. La première, c'est le peuple en tant que signifiant vide et fluide dans ce qui a été appelé le populisme d'inclusion, qui du coup se caractériserait par l'idée que le démos est constituant de l'État démocratique et que l'espace est divisé verticalement entre nations et élites. La question que j'aimerais soumettre aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut encore parler de populisme, alors qu'en fait, comme je le disais, ça traverse absolument toutes les cultures parlementaires et tous les partis. Je demeure très sceptique à faire de cette caractéristique un élément du populisme. La deuxième, qui du coup va me permettre d'ouvrir sur l'AfD, sur laquelle j'ai quand même voulu vous proposer quelques éléments d'analyse, c'est le peuple en tant que signifiant fantasmatique dans le populisme d'exclusion, donc du coup sur la base d'une nation ou d'une race, et dans un espace horizontal entre l'intérieur, donc elle, eux et nous, donc avec une opposition très nette. Donc l'opposition n'est plus verticale entre nation et élite, mais elle est à travers la population. Et là, dans ce cas-là, je pense effectivement qu'on puisse proposer des analyses qui montrent que certains partis et groupes parlementaires sont populistes, mais à mon sens, la première partie est difficilement concevable comme critère exclusif du populisme. Donc en gros, pour répéter les questions que je vous ai soumises au début de ma présentation, à savoir comment les parlementaires communiquent-ils, communiquent-elles, ce qu'ils savent ou ce qu'ils pensent savoir, et se présentent comme fiables, tout en faisant attention à ne pas se faire mal voir, c'est-à-dire en n'ayant pas l'air trop sûr de soi et en ne se positionnant pas comme en sachant trop, donc avec un statut épistémique plus élevé. Et donc, c'était la question qui avait ouvert ma présentation à partir de la caricature du New Yorker. Comment les membres du Parlement expliquent-ils et expliquent-elles la nécessité de mentionner le peuple sans mettre en avant leur position de représentant ? Mais finalement, en s'appuyant très largement sur le peuple, ça je crois que c'est devenu clair, mais sans jamais le définir ou le quantifier, sans exprimer d'incertitude quant à la validité des propos tenus, c'est ce que je vous disais sur l'absence d'effet d'atténuation, en mettant l'accent sur leur rôle, donc leur rôle de député en tant que relais de l'information, en défendant les intérêts du peuple, sans pour autant se rendre responsable de sources d'informations traçables, donc sans dire par exemple qu'on s'est appuyé sur une enquête. Il y a très très peu, et ça du coup je ne l'ai pas du tout montré aujourd'hui, mais comme j'ai beaucoup travaillé sur les pratiques citationnelles, à savoir qui est cité, est-ce qu'on cite d'autres personnalités politiques, est-ce qu'on cite les journaux, est-ce qu'on cite ses opposants, est-ce qu'on cite les gens avec qui on est d'accord. En fait, on ne cite jamais de données, par exemple, statistiques sur on a fait un sondage et on sait que 60% de la population veut cela ou cela. Non, c'est toujours les gens veulent ça, mais on ne sait toujours pas qui sont ces gens. Peut-être que c'est 3 personnes, mais quand même. Et donc ça, il n'y en a absolument pas. Enfin, c'est-à-dire que les débats parlementaires sont très peu techniques et très peu sourcés. Et en soulignant indirectement donc les députés soulignent indirectement qu'ils et elles en savent davantage que ce fameux peuple.
Je conclus sur l'AfD qui, comme je vous le rappelle, ne fait pas partie de mon corpus, donc ce ne sont pas des données que moi je connais, mais où je voudrais vous proposer quelques réflexions à partir de travaux de collègues. Donc ici, je traduis de l'allemand à partir d'une analyse du manifeste électoral de l'AfD. Donc attention, on est sur un genre différent, hein, pas des débats parlementaires, donc un manifeste qui précède des élections. Dans en plus un land en particulier, donc vous savez que l'Allemagne est fédérale, donc là c'est en Rhénanie-Palatinat. Un collègue, Joachim Charlotte, qui montre que bien que la notion de folk soit centrale, il n'y a aucune preuve d'idéologie populiste. Je ne suis pas complètement sûre qu'on puisse traduire folkish par populiste, mais je vous le propose. Voilà, donc avec l'idée que folk réapparaît très souvent, sans pour autant que d'autres marqueurs du populisme, tels qu'ils aient été montrés en sciences politiques, soient présents. Attention, ça date de 2017, entre-temps le discours de l'AfD a aussi pas mal changé, mais bon, et puis ça reste aussi circonscrit à un land, enfin à une région du coup d'Allemagne, mais je trouve quand même que c'est intéressant. Et un deuxième chercheur a montré, donc Michael Kranert, à partir là aussi de manifestes électoraux, que le mot Bevölkerung, qu'on peut traduire mot à mot par population, et comme en français vous entendez la racine Volk, Bevölkerung, le milieu du mot c'est la même chose que folk, comme en français peuple, population, qui sont apparentés. Donc le mot population est utilisé comme terme général pour désigner le peuple d'un pays dans les manifestes de tous les partis, attention, donc pas que de l'AfD, mais quand même en termes de fréquence, Michael Kranert a pu noter que le manifeste de l'AfD a une fréquence plus élevée du terme Bevölkerung et que c'est souvent associé au terme de la biopolitique. Ce qui veut dire une fois encore que la simple utilisation d'un terme, et ça je crois que c'est assez clair, ne peut jamais être en soi un marqueur du populisme, et qu'après il faut voir aussi si là aussi la corrélation entre fréquence et du coup certains thèmes peuvent permettre de qualifier l'AfD de populiste. Je pense très sincèrement qu'on puisse dire maintenant que l'AfD est populiste, mais le problème c'est que moi je n'ai pas de données empiriques, donc je m'abstiendrai quand même de m'engager trop loin. Voilà. Si vous le souhaitez, c'est ma dernière diapositive. J'ai donc du coup écrit là-dessus en français, en allemand, en anglais. Tous mes textes sont en accès ouvert. Et je vous remercie pour votre attention.